Françoise Juel, je suis responsable des éditions multimédia de la Bibliothèque nationale de France. Je fais des expositions virtuelles, des sites web, des applications, et je suis venue vous parler d'un livre enrichi, Candide de Voltaire, qui est une application iPad et en même temps un site web, et qui a été réalisé avec Orange. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Donc, nous accueillons aujourd'hui Françoise Juel, qui est en fait attachée à l'action culturelle de la Bibliothèque nationale de France. En fait, Françoise Juel a un parcours très riche, une formation à Sciences Po, puis elle est passée en communication, puis en fait elle s'est intéressée à la diffusion de la culture, et c'est à ce titre qu'elle est entrée à la BNF, où elle est chargée d'une action culturelle en particulier. C'est à la demande d'Orange, et aussi en relation avec la Voltaire Foundation, mais elle nous en parlera peut-être beaucoup mieux ensuite. Donc, elle a conçu un projet de livre enrichi autour de Candide, de Voltaire. Donc, au départ, c'était un projet textuel, mais vraiment, me disait-elle à l'instant, c'est un projet qui s'est vraiment beaucoup enrichi. Donc, elle va nous le présenter, et puis après, j'espère que cela fera l'objet d'un débat. Alors, c'est pour nous un vrai sujet, puisque, au fond, le texte dans tous ses états aussi peut nous intéresser, un peu comme la crevette de Ponge, dans tous ses états. Le texte dans tous ses états peut nous intéresser. On va voir justement quelle forme cela peut prendre et aussi quel fonctionnement, quelle fonctionnalité peut présenter, offrir un tel objet. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être venu aujourd'hui nous présenter ce projet. Merci à vous de m'accueillir. Alors, c'est vrai que moi, je dirige un service d'édition multimédia et je fais surtout des sites web. Et l'approche du livre enrichi quand on est dans le multimédia peut être assez différente de l'approche du livre enrichi quand on vient du monde de l'édition. Parce que le monde du web est un monde du gratuit. En plus, quand on est dans une institution culturelle comme la BNF, on pense que les Français ont assez payé cette institution pour qu'elle leur redonne les richesses accumulées et conservées dans ces murs. Et donc, on n'a aucun objectif commercial. Alors que dans l'univers de l'édition, évidemment, on est obligé d'avoir une logique économique et on peut pas imaginer quitter l'univers d'un objet comme le livre, qui est un objet vendu, et même en France relativement protégé pour qu'il continue à exister, pour aller vers du gratuit. Donc l'édition a tendance à coller au livre, y compris dans la forme de l'enrichissement, et à certains moments, on arrive presque à se demander pourquoi on a gardé la forme du livre. Alors, je salue l'arrivée d'Arnaud Laborderie, qui est dans mon équipe et qui suit ce séminaire par ailleurs, parce qu'on est toujours curieux de savoir ce qui se passe ailleurs et comment les choses bougent. On a essayé de s'interroger à travers cet objet sur le livre et sur le web. Et donc, d'une certaine manière, pourquoi il ne veut plus bouger? Non, pas parce qu'il bouge dans ce sens. Donc on s'est interrogé à travers ce produit à la fois sur le livre, et donc on a une partie qui est une partie livre enrichi, mais livre avec la linéarité du livre, un début, une fin. Candide, c'est une histoire, ça ne s'attrape pas par le milieu, ça se lit par le début, c'est un texte. Mais c'est aussi un voyage, c'est une carte, et à travers la carte, se dire... On rentre on tire des fils, on saute, on zappe, on se promène comme sur la toile, comme sur Internet. Et en même temps, si on ne veut pas se perdre sur la toile, la logique, c'est de rassembler ses idées et de reproduire un nouveau texte, enrichi ou pas,
mais c'est donc d'être dans une production. Et d'une certaine manière, à la BNF, ce qui se passe dans nos murs, que ce soit des chercheurs, que ce soit des artistes, que ce soit... ils fouillent dans les livres, ils s'intéressent de temps en temps à une pensée construite, continue, qui prenne du début jusqu'à la fin. Ils fouillent dans les images, mais c'est toujours pour reconstruire un nouvel objet. Et je pense que c'est ce que vous faites aussi en tant qu'étudiant, c'est ce qu'on devrait faire à l'école beaucoup plus tôt, pas se gaver de choses. D'ailleurs, ils ont beaucoup de mal, les enfants aujourd'hui, à faire ça, parce qu'ils ont l'habitude, très petits, d'être dans de l'interactivité. Et donc, on a essayé, avec ce livre enrichi, d'être comme ça entre le texte, le réseau et la recréation et la production de sens pour soi-même et à partager avec d'autres, presque comme une espèce de recherche d'un prototype de peut-être autre pédagogie. L'autre interrogation, qui est le deuxième sujet dont j'ai envie de parler avec vous, c'est la relation entre le texte et l'image. On est dans une œuvre littéraire, mais qui est en même temps tout un imaginaire, et on avait envie, à travers cette œuvre littéraire, d'explorer tout le XVIIIe siècle. Et donc on s'est servi de la carte pour aborder à chaque étape, enfin pas à toutes, on en a choisi 12 sur les 30 chapitres de Candide, pour à chaque fois aborder un sujet et l'aborder dans une tension entre les textes et les images. Et puis la troisième chose dont je voudrais vous parler, c'est que c'est une collection, donc on a d'autres projets qui vont nous amener à adapter un peu le principe. Donc comme on a un peu de temps, je me sers du PowerPoint pour parler un petit peu des choses qui sous-tendent le projet, et puis évidemment je vous montrerai à quoi ça ressemble si vous n'avez pas de tablette et que vous ne l'avez pas vu, bien que ce soit aussi sur le web. Donc c'est un projet avec Orange. La Voltaire Foundation avait fait toute une édition enrichie de Candide et ils avaient des problèmes de sous, et donc ils se sont dit peut-être Orange pourrait nous mécéner pour faire une publication papier de notre édition enrichie. Alors Orange a été un peu interloqué parce que le papier c'est pas trop son domaine. Ils ont dit papier si vous y tenez, mais peut-être pas papier, et comme il s'intéresse à l'univers du livre et notamment à tout ce qui est rapport entre le livre et les tablettes, les réseaux, etc., ils leur ont plutôt proposé de travailler sur un livre enrichi, et comme on est en relation avec eux et qu'ils ont vu que le manuscrit de Candide était à la BNF, alors manuscrit, c'est un mot un peu, c'est pas un manuscrit de la main de Voltaire. Voltaire était toujours menacé de procès, d'enfermement, donc il cachait son écriture, et il avait des secrétaires qui recopiaient ses textes, donc c'est pas un manuscrit autographe au sens où on a les manuscrits de Victor Hugo, mais c'est un manuscrit quand même avec différentes... il y a eu des corrections, il y a plusieurs exemplaires, il y a des modifications du texte. Donc c'est un projet qui a été développé par un prestataire extérieur, c'est pas Orange Lab qui l'a développé, c'est sur un budget, en tout cas toute la partie de développement sur un budget d'Orange, très important, 200 000 € de développement. Donc je vous disais tout à l'heure, l'édition a une économie de projet, là on oublie quoi, on cherchera à le vendre, que de toute façon on ne rentrerait pas dans le... Mais ça permet justement d'explorer des choses et puis peut-être d'en tirer des conclusions. Donc ça c'est pour la présentation générale. Donc je vous disais, du livre lu au carnet réécrit, c'est le temps de la recherche. L'entrée par le livre, on peut lire Candide sans aucun enrichissement. On peut, si on n'a pas envie d'avoir des trucs qui vous sautent partout, des notes partout, on s'enlève tous les enrichissements, on a juste une simple lecture, un tout petit peu gêné éventuellement par une mise en page contrainte. On voulait mettre le manuscrit en regard du texte, et donc on était obligé de suivre le rythme du manuscrit. Donc ce n'est pas la mise en page idéale
d'une publication écrite, on ne s'est quand même pas arrêté au milieu de la phrase. On a fini les phrases, de même qu'il y a une lecture sonore par Denis Podalides, et Denis Podalides, il finit ses phrases aussi sur chaque page. Et puis, il y a la possibilité de faire appel à des notes, alors qui sont les notes érudites de la Voltaire Foundation, qui sont un peu touffues, denses, je dirais, et puis des notes plutôt au niveau étudiant lycéen, qui sont ce dont un lecteur a besoin aujourd'hui quand on parle de quartier de noblesse pour savoir de quoi il s'agit. Enfin, il y a des références dans Candide qui sont un peu datées ou un peu compliquées, qui nécessitent une explication. Il y a la possibilité d'amener les illustrations. Donc on a choisi les illustrations des 6 éditions illustrées du XVIIIe et les illustrations de Paul Klee, dans un genre très différent, qui a illustré Candide. Il y a la possibilité de faire apparaître les variantes du texte, la possibilité d'avoir des fiches personnages, des fiches thèmes, des fiches lieux, et la possibilité sur tout ça de mettre des favoris et de retrouver ces favoris en ligne. L'entrée par la carte, donc, elle reprend les étapes du voyage de Candide, et sur 12 d'entre elles, une exploration. Toujours conçue de la même manière, cette exploration, en plusieurs temps. Alors c'est vraiment une exploration pédagogique telle qu'un enseignant va avoir envie d'aborder le sujet en classe. C'est dans l'exploration en 4 temps, il y a découvrir, qui est en général découvrir par l'image, explorer, où on introduit des textes, des comparaisons de textes et d'images, réfléchir et inventer. Donc toujours l'idée qu'on se réapproprie en créant, en produisant. Et ça s'appuie sur un album d'images qui a sa logique, qui raconte une histoire par les 24 images de l'album, et une anthologie. Et puis un commentaire, une petite séquence vidéo qui apporte un éclairage avec l'intervention d'un certain nombre de spécialistes et de chercheurs. Et enfin, le jardin, qui est l'espace de production. On a pu mettre aussi des favoris dans la partie monde carte. Et dans le jardin, là, il faut se connecter sur le site web, parce qu'on a le droit de ne pas avoir de tablette. Donc, si on n'a pas de tablette, on peut retrouver l'équivalent sur le site internet, avec l'inconvénient, pour le moment en tout cas, que l'ergonomie est exactement la même, et que l'ergonomie de la tablette n'étant pas la même que celle du web, c'est pas satisfaisant sur le web. Mais en tout cas, les contenus sont disponibles. Et donc là, on peut réorganiser ses favoris et les éditer. Ça se construit un peu comme un PowerPoint. On appelle des pages de commentaires où on écrit le texte qu'on veut. On appelle des pages où on fait glisser ses favoris. Les favoris ont tous une représentation, vous voyez à l'écran, ça peut être un petit extrait de texte, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être un son, et donc on peut comme ça tenir un propos, soit soi-même parce qu'on a envie de raconter quelque chose sur le corps d'un Candide ou sur le conte philosophique ou sur n'importe quoi. Ça peut être aussi une forme interrogative, parce que c'est un devoir qu'un enseignant donne à ses élèves, et du coup, il va leur dire « Trouvez-moi 2 citations qui contredisent ça, comparez cette image avec celle-là », et l'élève peut faire une copie du carnet de devoirs pour en faire son carnet personnel. Alors, dans ces relations entre texte et image, on a beaucoup travaillé avec Arnaud sur ce sujet-là, parce qu'on ne voulait pas être dans la pure illustration, dans le côté redondant. Il y avait vraiment l'idée d'explorer un sujet et de se servir des deux, des textes et des images, pour cogiter sur le sujet, et de manière différente. C'est-à-dire que
quelquefois l'image va avoir un statut documentaire, parce qu'on se pose une question, par exemple, les femmes dans Candide sont particulièrement malmenées, Cunégonde devient épouvantable, la vieille se fait violer, amputer. Est-ce que c'est le sort des femmes au XVIIIe? Voilà, donc la question c'est... Alors on va aller regarder d'autres textes du XVIIIe, mais on va aussi aller regarder des figures de femmes dans tous les milieux sociaux. On s'aperçoit quand même que... il y a aussi des femmes de pouvoir, mais on les caricature. Il y a aussi des femmes qui commencent à devenir artistes. Il y a, voilà. Et puis on a cette petite vidéo d'une spécialiste des femmes, mais aussi de la littérature, et qui explique en 2 minutes qu'il y a ce genre du conte philosophique un peu picaresque qui fait que les héroïnes doivent être malmenées, qu'il y a une sorte de caricature qui est nécessaire dans le genre, et que on ne peut pas prendre Candide comme un documentaire sur les femmes. On va avoir le même type d'interrogation sur les jeux quand Candide arrive à Paris et qu'il se retrouve dans les jeux mondains, etc. Et le XVIIIe, c'est une époque où le jeu devient autorisé. Le jeu a été interdit, surtout les jeux de hasard, interdit par l'Église, même le jeu théâtral est très mal vu. Et au XVIIIe siècle, tout d'un coup, tout le monde se met à jouer. Et alors on joue à la cour, on joue il y a le roi fait sa loterie, on joue sur les scènes, on crée des opéras. Je veux dire, c'est une frénésie de jeu dans toute la société. Donc là, on est plutôt dans l'enquête. Même chose sur le thème de l'esclavage, où il y a toute une séquence avec un esclave amputé, parce que le code noir autorisait à l'époque, si un esclave essayait de s'enfuir, on avait le droit de l'amputer, c'était la loi. Et donc, on va s'interroger au XVIIIe sur... là, on va avoir dans l'anthologie des textes qui ne sont pas forcément des textes littéraires, ça peut être les débats de la Constituante, ça peut être... l'esclavage, il n'est aboli définitivement qu'en 1848. On va avoir des rapports dans l'exploration entre texte et image dans les confrontations d'un imaginaire, et notamment sur des thèmes comme le paradis. Il y a de l'image déjà dans le texte quand on parle de paradis, et c'est un thème, il faut pour comprendre Candide avoir ses références sur le paradis, parce que dans Candide, il y a une inversion. Ça commence dans un château, ça finit dans un jardin. Et dans la Bible, ça commence dans un jardin, ça finit dans une Jérusalem céleste plus construite, je dirais. Mais il se fait chasser du paradis avec un coup de pied au cul, et il finit dans un jardin, mais en voulant le cultiver et en pensant que le travail, c'est ce qui fait la valeur humaine, c'est ce qui fait la noblesse humaine, et que le travail est une libération. C'est-à-dire que c'est pas du tout le travail, on n'est pas puni, c'est pas parce qu'on a péché. Donc, c'est une sorte d'inversion de la Bible, Candide. C'est pour ça que Voltaire est tant considéré comme un provocateur, c'est que ces allusions au paradis n'échappaient pas à l'Église, et cette espèce d'inversion des valeurs était quand même assez provocatrice. Et donc, si on n'a pas ces petites références sur le paradis et toutes les formes de paradis, et que ce soit dans l'Antiquité, que ce soit dans la Bible, que ce soit chez Dante, que ce soit... on ne peut pas rentrer dans le propos. Donc, c'est important de... par les textes et par les images, y compris le paradis de l'islam,
de pouvoir rentrer dans ces références culturelles qui sont en fait des références importantes de toute la culture de l'humanité. Confrontation d'un imaginaire aussi évidemment sur l'utopie, puisque au milieu du voyage il y a l'Eldorado, et l'Eldorado finalement, Candide le quitte, il n'est pas satisfait par un monde idéal, il n'a pas envie de... Donc là, c'est de confronter les utopies dans les textes littéraires et dans l'iconographie, les projets architecturaux, la manière dont on a rêvé l'an 2000, etc. L'image de l'autre, là on a quelque chose de très intéressant. Il y a un moment, une scène où les deux clichés sur l'autre, la zoophilie et l'anthropophagie, sont rassemblés. Et il rigole, Voltaire, c'est-à-dire il prend les deux clichés pour rire. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment évolue l'image de l'autre entre les représentations sur les globes de Louis XIV qui sont conservés à la bibliothèque, où on raconte ici les anthropophages, et puis c'est totalement scientifique, et on a un beau petit chaudron avec la préparation du repas, et des petits hommes dedans. Tous ces fantasmes sur l'autre, on est à un tournant au XVIIIe où on commence à trouver qu'on peut se moquer de ces représentations extrêmes, et on va arriver à la fin du XVIIIe, début du XIXe, à la photographie, où là, avec la Société de géographie, on va enquêter sur comment ils vivent vraiment les autres. Et donc, on passe des fantasmes à l'enquête réelle. Et donc c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, cette image de l'autre, dans la littérature et dans la représentation. La représentation, il y a notamment deux choses sur la représentation qui sont assez intéressantes. C'est la représentation de la guerre. Dans Candide, c'est une boucherie, et l'écriture est immergée. On est à l'intérieur. Probablement parce que cette guerre de 7 ans, c'est une première guerre mondiale, et c'est une guerre qui a été particulièrement violente. Et cet effet de zoom où on est tout d'un coup à l'intérieur et on se représente la guerre, non pas avec au loin les régiments, les batailles, mais dedans, dans la boucherie de la guerre, il se passe exactement le même effet de zoom dans la représentation iconographique de l'époque, où on arrive avec Goya à des représentations vraiment très, très violentes. La représentation du mal, alors ça c'est un sujet qui nous a beaucoup turlupiné, parce que le mal c'est le cœur du sujet dans Candide, et on n'avait pas envie de faire le catalogue du mal physique et le catalogue du mal moral, avec de l'illustration, et là on s'est vraiment interrogé sur c'est quoi l'histoire de la représentation du mal, en commençant par la bête de l'Apocalypse. Le mal, il est extérieur et c'est un monstre, qui est aussi la représentation des contes de fées ou la représentation des faits divers. Le mal, c'est un ogre. On a d'ailleurs côte à côte l'ogre représenté par Gustave Doré, et puis une image du petit journal avec l'ogresse qui est dans le fait divers. Et puis comment progressivement, avec les artistes du 19e, surtout du 20e siècle, et surtout après la période fasciste, le mal, il est à l'intérieur de soi, et on a ces espèces de représentations de ces cauchemars. La représentation du jardin est intéressante parce que le jardin est pratiquement toujours une représentation du monde. Alors, c'est le jardin d'Éden du départ, c'est les 4 fleuves du paradis, c'est aussi le jardin médiéval où on rassemble dans des petits carrés toutes les plantes de la Bible. Et donc, on se refait un monde qui est un monde des plantes de la Bible, comme
Mais toujours, on se refait un monde. Et le jardin chinois, c'est aussi un monde en miniature. Le jardin zoologique, c'est remettre tous les animaux du monde dans... C'est comme une page. On remet l'univers à la dimension d'un micro-univers. Et cette métaphore du jardin dans Candide interroge toutes les métaphores et toutes les conceptions du jardin, y compris les grands débats à l'époque sur le jardin à la française et le jardin à l'anglaise, sur le jardin vu par Rousseau, qui sont deux grandes confrontations de la représentation du monde au XVIIIe. Alors, l'image, quelquefois, elle permet de parler de la question du style, parce que, par exemple, avec tout l'épisode du carnaval, où il y a 3 chapitres de Candide qui se passent à Venise, et il y a 3 inversions des valeurs de 3 natures différentes. Il y a d'abord une déconstruction de l'amour, avec le prêtre défroqué, la prostituée vérolée, que Candide prend comme un couple d'amoureux, et puis il s'aperçoit en s'approchant de plus près que c'est pas vraiment l'amour. Il y a la déconstruction de toutes les valeurs culturelles qui nous ont fait d'ailleurs faire des pistes pédagogiques, je pense, qui pourront régaler les élèves, parce que il y a tout ce chapitre où la musique a trop de notes, les tableaux c'est que trop d'images, où tout est détruit. Et puis, il y a évidemment tous ces rois déchus où le pouvoir est devenu rien. Parce que... donc là, on a mis un peu en tension, à la fois dans la littérature, tout ce qui touche aux relations maître-valet et aux inversions de rapports qu'on retrouve dans le théâtre ou dans d'autres textes littéraires, et on image la caricature, qui est une autre manière, en poussant le trait, de tourner en dérision un certain nombre de choses, et avec cette interrogation sur jusqu'où on peut se moquer, avec le plantu sur « je ne ferai pas de dessin de Mao ». Et cette interrogation entre les textes et les images, elle est très intéressante parce que quelquefois, dans Candide, il y a des récits enchâssés, et donc on s'est dit, dans l'image, il y a des images enchâssées. On va jouer avec ça. Qu'est-ce qui se passe quand on joue avec ça? Alors, les images dans l'image, tout le temps, elles racontent des choses sur l'histoire de la représentation, sur le rapport entre le peintre, le portrait, son modèle, et celui qui regarde. Et l'image dans l'image est une histoire sur la peinture. Et du coup, on s'est dit, mais est-ce que le récit dans le récit, ça raconte aussi des choses sur le texte? Et je pense qu'on ne se serait pas posé la question si on n'était pas passé par l'image. Et en fait, la vieille, dans Candide, elle raconte tous ses malheurs. Et alors, Voltaire dit à un moment, et au fur et à mesure qu'elle racontait ses malheurs, le bateau avançait. On a l'impression que le récit du malheur est le moteur de l'avancée du bateau. Et c'est confirmé et très conscient, parce que dans le voyage de retour, Candide cherche qui est le plus malheureux. Genre, s'il n'y a pas un récit de malheur, le bateau, il va pas avancer. Et le fait de se dire que parler ses malheurs fait avancer, je trouve que c'est presque du Freud avant Freud, quoi. C'est une conception de ce qu'est le texte et de ce qu'est l'écriture qui est assez intéressante dans ce qu'en dit Voltaire. Voilà, donc le livre enrichi, on ne l'a pas voulu que comme un enrichissement du texte, mais aussi comme un prétexte à du voyage et à une interrogation qui reste l'interrogation fondamentale de Candide, c'est-à-dire on se pose, on ne quitte pas le sujet, mais en même temps on va chercher beaucoup ailleurs pour approfondir le sujet. Je vais quand même vous montrer l'application, je vous finirai les... On peut prendre le temps d'une démonstration. Voilà, donc le livre,
si on veut, on se contente de lire le texte. On peut avoir le manuscrit, on peut, alors là, le son... Ce qui leur arriva à Suriname. Voilà, vous prenez pour argent comptant qu'il y ait du son. Avec un TAP, on fait apparaître les enrichissements. Donc, par exemple, je sais qu'il y a une illustration, je peux zoomer dessus, j'ai un commentaire où là, c'est dans ce cas-là, c'est plutôt le passage du texte. Je peux avoir une fiche sur un thème. Je peux avoir des notes. Je peux avoir une fiche personnage. Je peux, si je veux, enchaîner les fiches personnages. J'ai évidemment une table des matières. Je peux avancer dans mon livre par la pagination du bas. Je peux mettre des favoris. Est-ce que j'ai oublié des fonctions? Tu peux régler le mode de recherche ou découverte. Oui. Donc, voilà. Donc, par défaut, je suis sur découverte qui est le niveau lycée. Si je me mets sur les notes recherche, Les notes recherche sont établies par qui? c'est l'édition critique de la Voltaire Foundation. René Pommeau. D'accord. Voilà. C'est l'édition de René Pommeau qui est parue en 80. En 80. Dans les œuvres complètes publiées par la Voltaire Foundation. Voilà. Alors, le monde, là, je suis sur une carte. Et donc, là, ça m'indique, voilà, donc si je m'interroge sur le malheur des femmes, j'ai donc un accueil, j'ai le résumé du chapitre en texte ou en son. L'élève paresseux peut se faire tout candide en résumé sonore. Vite fait. L'exploration, donc, commence par voilà, que racontent ces illustrations de la femme du XVIIIe, observer les visages, les vêtements, etc. Donc la partie découverte, on est plutôt sur de l'image. L'exploration, on va s'interroger sur l'éducation des femmes en allant regarder des textes de Rousseau, de Condorcet. Donc on ouvre les textes au fur et à mesure. Alors, dans cette partie exploration, on invite à aller voir tel et tel texte ou telle et telle image. Et là, le sujet d'invention, c'est si les images féminines dans Candide sont nombreuses, l'une est absente, celle de la femme de savoir. Après, vous êtes documenté sur cette femme des Lumières. Amusez-vous à intégrer dans un épisode du texte. Enfin, voilà. Et donc, à chaque fois, il y a un album. Donc, on peut le consulter comme ça, on peut appeler le texte, on peut toujours zoomer sur les images. Et une anthologie, voilà, donc où on a quand même pas mal de textes et où on resitue toujours le XVIIIe siècle par rapport à avant et par rapport à après. Alors c'est plus ou moins large, quelquefois on est assez focalisé sur le XVIIIe, mais là par exemple on a des images, on a des figures de femmes qui vont, la religieuse, la prostituée, etc. Mais on a aussi Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, voilà. Donc on essaie de ramener aussi au contemporain parce que je pense que c'est important pour des jeunes de faire le lien entre ce qu'ils vivent et qu'il y ait toujours ce passage entre
le passé et leur vie actuelle. Pour penser correctement les représentations qu'on voit ici dans le Donc texte, c'est là que Martine Reid explique un peu que... Assurément, la situation des femmes au XVIIIe siècle, et elle est assez difficile à résumer, puisque bien sûr on a... Voilà, donc comme vous entendez mal le son, on va... Et donc le jardin... Et la carte, comment ça s'appelle? La carte, c'est ce que je venais de vous montrer, c'est-à-dire, elle sert de sommaire en fait. Oui. Donc, quand on appuie sur... c'est ce que... Voilà, là, on est sur l'art du récit. Voilà, on entre à chaque fois. Alors, là où il y a des petits battements d'ailes, c'est là où il y a des explorations, parce qu'il y a des étapes. À Bordeaux, on voit qu'il n'y a rien. Et si je vais à Bordeaux, je n'ai que le résumé. J'ai que le résumé du chapitre. Et je peux aller au chapitre suivant. Donc on peut ne pas utiliser la carte, passer d'un chapitre à l'autre, mais si on utilise la carte, c'est là que l'ergonomie de la tablette n'est pas du tout la même que le web. C'est-à-dire que sur le web, on a une carte. Et là, on s'amuse, on joue, on voit qu'il y a des trucs, on tâtonne. On a son écran, et on se dit, on a besoin d'un menu. Et donc, c'est des réflexions qui vont nous amener à modifier un peu le programme, parce qu'on n'a pas la même attitude face à un ordinateur et avec la tablette où il y a un côté ludique à tripoter, à voir ce qui se passe, à s'apercevoir que tiens, il y a des machins, je regarde, j'appuie. On n'a pas ce rapport-là avec l'écran en face de soi. Alors, on est devant ça et on se dit, quoi j'ai du mal à penser qu'il faut que j'aille mettre ma souris. C'est vraiment un autre rapport. Ce qu'on peut préciser sur la carte, c'est que toutes les étapes du voyage de Candide sont représentées sur la carte. Donc on a une représentation spatiale des contes, mais 12 d'entre elles font l'objet d'une exploration pédagogique avec des ressources BNF et des archéologies. En fait, alors, on peut accéder directement au texte à partir de la carte. Et donc c'est un autre accès aussi à l'œuvre. Au texte ou au résumé. On a le résumé, mais on a aussi le lien vers le chapitre, si on veut. Alors, le jardin, si on va dans le jardin en tant que spectateur, on trouve des arbres qui sont en fait des arbres de la connaissance et qui sont des carnets qui ont été fabriqués. Alors, les premiers, on les a fabriqués nous-mêmes. Donc, par exemple, le corps dans Candide, le corps dans la guerre. Alors, on peut aller sur un album, sur une vidéo, sur un extrait de texte, et à chaque fois, je tombe là où je veux tomber. Si je suis sur un extrait de texte, j'ai surligné, c'est mon favori que je retrouve. Là, j'avais... voilà. Et donc le corps agressé, réduit en esclavage, le corps dégradé, le corps dévoré, le corps des femmes, quelle place pour le corps dans le jardin final. Voilà, on peut tenir un propos et on en a une édition qu'on peut partager, qu'on peut mettre sur son site, qui est son objet, qu'on peut ne pas publier, c'est-à-dire qu'on peut décider qu'on le garde pour soi, ou qu'on peut publier de manière restreinte en donnant le code qu'a sa classe, et on ne veut pas que ce soit sur le web. Voilà donc le fonctionnement. Alors, si je reviens sur là où j'en étais, donc l'idée c'est de faire une collection. Et donc, on travaille sur 2 projets à l'heure actuelle, Le Bonheur des Dames et Don Juan. Et évidemment, ça demande des adaptations. Le Bonheur des Dames, d'abord parce que c'est pas un petit bouquin comme Candide, c'est quand même un gros livre. Que le manuscrit du Bonheur des Dames, c'est 800 feuillets.
et que, en plus, le plus intéressant, c'est pas le manuscrit, qui est un manuscrit bien propre avec assez peu de ratures, c'est le dossier préparatoire de Zola, qui représente aussi quelque chose comme 800 feuillets. J'ai mis sur le PowerPoint exactement le nombre de pages. Donc, déjà, ça ne tient pas, parce que c'est de l'image, le manuscrit. Donc, et puis, il y a un moment, c'est intéressant de comparer avec le manuscrit, mais on ne va pas faire ça sur 800 pages. Donc, il y a plutôt l'idée de ne pas avoir toutes les pages du manuscrit, de choisir, soit on prend les débuts de chapitres, soit on prend les passages les plus intéressants, mais on ne met pas le manuscrit partout. Et en revanche, on fait un deuxième livre avec des extraits du dossier préparatoire, voire même une petite présentation des Rougon-Macquart, parce que Zola a commencé par expliquer son projet, qu'il voulait reconstituer toute une société à travers son ensemble de livres. Et pour chacun des livres, il fait à chaque fois un dossier préparatoire où il fait une étude des personnages, une étude du langage, une étude des lieux. Il a même fait faire des enquêtes sur le grand magasin du Bon Marché. Et toutes ces notes vont se retrouver en fait dans le texte. Et c'est très intéressant de comparer les intentions avec la réalisation, et y compris parce que se dire faire avec des jeunes aujourd'hui le dossier préparatoire de ce que serait un roman populaire qui se passerait dans son quartier ou dans sa cité, même si on n'écrit jamais le texte, c'est déjà un projet en soi intéressant. Donc du coup, l'idée c'est d'avoir 2 livres, et pas un seul, de doublonner le module livre, de remplacer la carte par la coupe du grand magasin, et d'accrocher sur les différents espaces un certain nombre de thématiques, avec toujours l'idée qu'on essaie d'aborder le 19e siècle à travers ce livre. Donc, avec, par exemple, à l'entrée du grand magasin, où c'est vraiment l'ouverture, l'accueil, et où c'est repris à plusieurs reprises avec des éclairages différents. On a le grand magasin le matin, on l'a à midi, et on a l'impression qu'il y a exactement le même travail sur le grand magasin, en texte, que ce que font les impressionnistes sur l'image. Donc, se poser la question de pourquoi au même moment il y a ces jeux d'éclairage, et qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle pour qu'on aborde les choses comme ça. Dans la Galerie du Blanc, pouvoir parler du commerce, de la naissance des grands magasins, de la publicité, des ventes à perte, etc., avec en iconographie les affiches de l'époque, et en texte un certain nombre de choses autour du commerce et des techniques de vente. Dans la salle des machines, parler de la révolution industrielle et probablement regrouper ce thème de la révolution industrielle avec un thème qui est évoqué plus loin, qui est celui de la vitesse. Le 19e siècle, tout se met à aller plus vite. On a la circulation des capitaux, le train, le cinéma, tout se met à bouger. Et c'est une accélération du mouvement dans cette période. L'escalier, le triomphe de la bourgeoisie, la naissance du capitalisme, le règne de l'argent, moteur de l'ascension sociale. Peut-être qu'on le regroupera avec la misère du peuple, ou plutôt toutes les tranches de la société. Le salon oriental sur le goût de l'Orient, qui est un thème qui se décline un peu différemment selon les périodes. La salle des emballages, la naissance de la vitesse voiture, chemin de fer, taylorisation, etc. Le rayon confection où se croisent vendeuses et clientes, les femmes et les inégalités et dépendances. Le hall sur l'architecture de fer et les transformations de Paris. Le salon de lecture sur la naissance du roman, le naturalisme et Zola écrivain. Voilà, donc c'est reprendre le même principe, mais
L'idée étant de sélectionner à la fois des sujets qui sont des sujets clés du 19e et sur lesquels on sait qu'on a de la richesse iconographique et de la matière littéraire. Et puis, évidemment, toujours le même principe de pouvoir mettre des favoris et d'éditer des carnets. Là, il ne sera plus question de jardin, parce que le jardin n'est plus une métaphore adaptée. Le deuxième projet, c'est Don Juan. Alors là, on est sur une autre interrogation qui est le rapport du texte au théâtre et à la mise en scène, et le parti pris sur un texte, les partis pris sur un texte. Donc là, le livre enrichi, c'est les lectures du texte, les mises en scène du texte, il n'y a évidemment pas de manuscrit de Molière, mais l'idée est plutôt de prendre des notes de mise en scène. On a notamment toutes les notes de mise en scène de Jouvet qui sont un quasi-manuscrit, parce qu'il prend le texte et il met des annotations absolument partout. Mais tout l'intérêt, c'est de pouvoir comparer avec d'autres points de vue. Donc peut-être que Jouvet serait le fil conducteur, un des regards, et ensuite aborder un certain nombre de thèmes, peut-être pas plus que 5 ou 6 là, où à chaque fois on l'aborderait de manière générale la thématique. Par exemple, les relations maître-valet peuvent s'aborder en tant que thématique, mais aussi en tant que langage théâtral. Et donc, comment on sera d'ailleurs d'autant plus armé pour voir les partis pris de mise en scène qu'on aura étudié le sujet. Donc, comment, en comparant des mises en scène, ou en comparant des affiches, ou en comparant des costumes, ou en comparant... on va pouvoir voir que sur le donjuanisme, sur la mort, sur les metteurs en scène ont eu des partis pris radicalement différents. Voilà, donc ça va être un livre enrichi assez différent, mais avec des enrichissements adaptés au sujet qui est le théâtre. Et donc, ça nous amène, avec Orange, à travailler sur un outil de production, après avoir expérimenté et en développant à la main un certain nombre de choses, un outil de production de ces livres, où on a été obligé, justement, en ayant pensé à mais comment ça va se passer dans Don Juan, et comment on a un autre projet qui serait sur les Fleurs du Mal, comment ça se passerait si c'était un recueil de poèmes, et comment ça se passe, à essayer d'imaginer, pas tous les cas de figure, mais à s'abstraire en tout cas d'une seule œuvre pour prévoir une diversité d'enrichissement. Alors, il y a déjà la charte graphique qu'on veut améliorer parce que, bon, nous, on était moyennement satisfaits du résultat graphique du Candide. On trouve que le produit est intéressant, mais que graphiquement, on aurait pu faire mieux, surtout avec 200 000 €. L'ergonomie du web, et donc penser des aménagements relativement automatiques quand même, parce que l'idée c'est avec un seul outil de produire l'appli sur iPad, l'appli Android et le web. Mais de savoir que le web on veut des menus, que le web on veut des présentations éventuellement différentes. Voilà, des fonctionnalités enrichies, c'est-à-dire que dans Candide, l'illustration, c'est de l'image. Pour Don Juan, l'illustration, ça doit pouvoir être de la vidéo, ça doit pouvoir être du son, donc le principe, c'est que l'illustration peut prendre des formes, puisse prendre des formes différentes. Et puis, voilà, un certain nombre de choses. Donc, l'idée, c'est d'avoir un moteur en essayant en même temps de faire aussi en sorte que le travail ne devienne pas ennuyeux. Mon fils dirait ennuyant. C'est encore plus ennuyeux. Dès qu'on automatise la production, on n'a plus la main. On est sur des outils où finalement on fait du code. Et
je trouve que quand on entremêle la technique et la conception, qu'on met une image, finalement on la retaillerait bien, on rajouterait autre chose, on est continuellement dans le faire et dans la pensée en même temps, et c'est quand même un des intérêts du travail. Si on a tout pensé d'un côté et puis qu'ensuite on rentre machinalement parce que ligne de code, ça devient très vite pénible, et on est assez soucieux dans le service de garder une qualité de travail, surtout que c'est le nôtre. Donc voilà. Et ben, je suis disponible pour toutes les questions, et Arnaud aussi, puisqu'il a conçu le projet avec moi. Donc, Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'on a une contrainte très forte, qui est la contrainte du poids de l'application. Parce qu'évidemment, ajouter des images, ajouter des vidéos, ça pèse. Et que la Candide, on est à 700 mégas. Sur des iPads qui font 16 gigas, on comprend bien que des applications d'un tel poids, ça peut conduire l'utilisateur à ne pas garder l'application, ou en tout cas, donc ces contraintes de poids s'imposent à nous pour bien optimiser et de pouvoir proposer, par exemple, sur le web, des contenus qui seraient téléchargeables. Donc, dans la manière de penser l'ergonomie du produit, on va tenir compte de ces contraintes qui sont notamment pour les vidéos, parce que ce qui pèse le plus, c'est pas les images. Là, il y a très peu de vidéos, il y a des vidéos toutes petites, et ces toutes petites vidéos font la moitié du poids. 2 minutes. Oui, il y a 12 vidéos de 2 minutes, et ça fait la moitié du poids de l'application. Donc, on se dit, la vidéo, on l'éjecte, d'autant plus que quand même, enfin, on la met en ligne, d'autant plus que de plus en plus, on va avoir de la 4G, quand on n'a pas de Wi-Fi, on peut, si on sait qu'on a vraiment besoin de la vidéo, la télécharger et puis la supprimer après, mais concevoir des produits qui sont un peu hybrides de manière à ne pas dépasser les 500 mégas. Oui, parce que pour Don Juan, voilà, les extraits de mise en scène, les scènes entières, ça a un autre poids. Voilà, donc là, elle serait en ligne. Il y aura un mode connexion et en connexion et connexion de manière à pouvoir, à partir de l'iPad, aller directement consulter en ligne. Merci beaucoup, François Suel. C'est une aventure, en fait. Une aventure scientifique, pédagogique et puis technique. On vient de l'évoquer rapidement. Alors, moi, j'aurais une première question. Au départ, le public, en fait, c'est avant tout un public d'amateurs, de lycéens, moins, me semble-t-il, peut-être un public d'étudiants de licence, en fait, de premières années, mais... Oh, ça peut être quand même un public d'étudiants de licence, parce que même si l'apparence est séduisante et qu'on ne veut pas empêcher un lycéen de s'y intéresser, il y a quand même une densité de contenu qui fait que même à un niveau licence, on a de la matière. Donc, en revanche, c'est vrai que on ne pense pas que le grand public va tout d'un coup se passionner pour Candide. Enfin, on est dans des produits culturels où on sait que ceux qui les consultent, c'est quand même les élèves et les étudiants en grande partie. Alors, on a fait un test avec l'Académie de Grenoble et un certain nombre d'enseignants. Et qui nous ont, parce que c'est des enseignants de l'équipe expérimentation TIS de l'Académie, donc ils ont fait leur compte-rendu très sérieusement. On a plutôt des échos positifs et sur l'intérêt des élèves, sur la manière dont ils ont travaillé avec le livre et la tablette. Alors, on a eu des expériences où ils avaient le droit d'emporter la tablette à la maison, et des expériences où la tablette restait en classe. Mais il n'était pas rare qu'ils aient à la fois en main le bouquin et la tablette. Et ils ne cherchaient pas les mêmes choses sur le livre et sur la tablette. Il y a une enseignante qui fait des choses assez étonnantes. Et alors, au final, elle leur a demandé Candide en un tweet.
Ah, c'est formidable. En un tweet, ce qu'ils arrivent à dire sur ce qu'ils recherchaient. C'est un peu ce sur quoi nous travaillons aussi. Hein. L'observation de la vie littéraire, y compris dans les tweets. Au départ, c'était bien ambitieux. Mais bon, de toute façon, il y a une tentative de banalisation des tablettes, paradoxalement d'ailleurs plutôt dans les collèges que dans les lycées, hein, puisqu'il y a des départements en France, en fait, où lorsque l'enfant entre en 6e, on lui offre une tablette. En Corrèze, par exemple, tous les enfants ont droit à une tablette. Ce qui est très bien d'ailleurs, hein, ce qui les familiarise, ça banalise. Donc effectivement, on peut penser qu'en même temps, s'ils ont la tablette, ils en auront l'usage, et ce type d'usage va se banaliser, enfin, on l'espère. Oui, moi je pense que comme outil pédagogique, c'est quand même très intéressant. Hein. Et encore une fois, pour le lycée, alors pour l'université, on pourrait très bien le concevoir aussi. Il y a des expériences de façon beaucoup plus poussée, hein, d'enseignement complètement interactif à partir de textes mis en ligne, de textes à commenter. Et ça se fait de plus en plus, en particulier parce que le MIT aux États-Unis qui développe ce type d'initiative. Donc il y a eu des expériences qui ont été faites. Et par ailleurs, vous savez où en est la diffusion actuellement? Vous pouvez l'évaluer? On est autour des 12 000 chargements. Ah, 12 000 chargements, c'est pas mal. Hein. Oui. Et vous arrivez d'avoir des... c'est pas facile, il n'y a pas moyen d'avoir de commentaires ou de... Non, je veux dire, là, on a eu ces enseignants qui ont vraiment... mais on n'a pas vraiment de commentaires. On serait en attente d'un prof d'université qui utiliserait l'application pour faire un cours sur effectivement le texte. Moi, j'avais assisté à une démonstration de Nicolas Cronk, le directeur de la Fondation Voltaire, qui montrait comment, à partir des corrections de Voltaire, donc vraiment de ce qui est très infime dans le manuscrit, puisque c'est de la main d'un secrétaire, il reportait un certain nombre d'expressions d'un chapitre à l'autre, et quel sens ça apprenait. Et donc il jouait avec, enfin il manipulait donc l'application et zoomait sur les notes, les annotations de Voltaire, et construisait donc son propos à partir de l'application. Effectivement, on sera en attente d'usage philologique sur le texte à partir de l'application. Effectivement, l'application permet justement une multiplicité de scénarios pédagogiques, et c'est ce qui avait été relevé par les enseignants de l'Académie de Grenoble, dont certains venaient d'utiliser en fait l'application dans des classes à difficulté, et donc qui mettaient l'accent sur la possibilité justement d'utiliser l'application dans des scénarios individualisés, et que ça permettait effectivement de mobiliser les élèves, même les élèves les plus en difficulté à partir du dispositif. Alors, y compris certains l'ont utilisé pour faire des choses dont ils ont complètement l'habitude. Il y a une enseignante qui avait donné un commentaire composé à faire. Alors, ils travaillaient par groupe de 3, donc ils étaient 3 à avoir le même texte en commentaire composé, donc un extrait d'un chapitre, à chaque fois un extrait d'un des chapitres pour lequel il y a une exploration. Et donc il y en avait 3 qui étaient avec un extrait de texte sur les femmes, 3 qui étaient... et ils avaient dans leur consigne d'aller regarder l'exploration thématique pour nourrir leurs commentaires composés. Et donc, ensuite, ils faisaient un petit exposé autour de leurs commentaires composés. Et donc, la classe a pu partager des choses sur les femmes, sur le paradis, parce qu'ils avaient... et en même temps, elle faisait quand même son apprentissage du commentaire composé, tout en... Comme ils avaient le devoir à faire, ils étaient motivés pour apprendre les choses qui venaient à... Et ils avaient beaucoup plus de matière à mettre dans leurs commentaires composés qu'ils avaient travaillé le sujet. Voilà, il y a plein d'usages comme ça. Lorsque vous avez défini 2 autres titres, c'est sur quelle base? Il y avait déjà eu un premier projet à la BNF autour d'un texte de Zola, je ne sais plus lequel d'ailleurs,
pour lequel on avait... On a fait une exposition sur le bonheur des dames, et c'est une des raisons pour lesquelles on a proposé, parce que on a déjà de la matière, on a déjà réfléchi au sujet. On voulait, au départ, il était question avec Orange de faire 3 titres, pas de faire une collection. Et on s'était dit, on essaie de prendre des titres qui permettent d'aborder une époque. Donc Candide nous avait permis de faire le 18e. Nous, on avait proposé le bonheur des dames parce qu'on avait déjà travaillé dessus et qu'on mène plusieurs projets en parallèle. Donc même en ayant travaillé dessus, il reste encore beaucoup de boulot. Et il y a eu une opposition pendant un moment à ça. Alors ça donnait des petits jeux entre la BNF et Orange. Je ne sais pas pourquoi notre directrice générale, le bonheur des dames, a trouvé que c'était pas la chose la plus représentative de la BNF. Alors elle proposait Germinal. Orange disait Germinal, c'est pas possible. Là, ils trouvaient que pour leur culture d'entreprise, c'était un peu violent. Alors c'est vrai que la germination de la Révolution, alors c'est bien la première fois que notre directrice générale était révolutionnaire, mais voilà, donc on a eu des petits jeux, et puis finalement, comme très souvent, quand il est question de sélectionner les choses et que les gens ne sont pas d'accord, ils se sont mis d'accord pour en faire 20. Alors là, 20, nous, on s'est juste dit qu'on espérait qu'ils n'allaient pas nous supprimer des postes, mais donc là, comme il y en avait beaucoup, on pouvait revenir avec le bonheur des dames. Et en fait, nous, on s'est appuyé, outre sur le fait qu'on ait des collections et qu'il faut qu'il y ait une légitimité de la BNF à aborder le sujet, aussi sur les œuvres les plus étudiées en classe. Donc, on sait que Zola est étudié, que le bonheur des dames permet quand même des approches beaucoup plus riches en termes de thématiques que l'Assommoir. C'est sûr que l'Assommoir, on peut faire l'alcool, la drogue, et enfin... et c'est à la fois plus riche et aussi plus joyeux malgré tout. Il y a dans le bonheur des dames des tas de choses sur la destruction, la misère, les chamboulements, etc. Mais il y a aussi quand même la soie, l'Orient, la pub, voilà, il y a... Toute la société de consommation. Non, mais c'est intéressant de s'interroger dessus. Et c'est actuel. Et Don Juan, c'est une des pièces les plus étudiées à l'école, et on trouvait intéressant de faire quelque chose sur le théâtre qui permettait d'explorer des pistes. Voilà, donc Les Fleurs du Mal, c'est aussi un texte très étudié, et là, on serait dans la poésie, donc d'essayer d'avoir des formes littéraires variées, des époques variées. On ferait bien Proust, même si c'est pas très scolaire. Mais on peut ajouter que ça représente un an de travail. Ouais. Pour nous. Donc c'est vrai que c'est un investissement. Oui. Ouais. Et pour lesquels on a déjà des contenus, on a déjà de la matière, donc il y a un investissement en temps, en matière grise, si je veux dire, qui est vraiment conséquent. Alors, un an, c'est pas un an parce qu'on est 8,5 dans l'équipe, et c'est pas un an des 8,5, évidemment, hein, c'est un an de 2, je dirais, équivalent de 2, toi à plein temps, moi une partie de mon temps, et puis quelqu'un d'autre sur les aspects plus techniques. Mais parallèlement, on est engagé dans des tas d'autres choses. Donc, on vient de sortir un site sur Gustave Doré, on sort lundi le site sur la guerre de 14, et puis on a des projets de très longue durée. Arnaud travaille sur les essentiels de la littérature. Et je ne sais pas si vous connaissez Gallica, mais quand on va sur Gallica, on fait Flaubert, on a 30 000 réponses, c'est ça, quelque chose comme ça. Et si on est un étudiant normal, on court très vite sur Wikipédia pour découvrir Flaubert. Et donc là, on essaie de faire quelque chose qui
serait à travers une sélection d'auteurs et d'œuvres, enfin une sélection, c'est 200 titres pour le XVIIIe siècle, à peu près autant pour le XIXe, donc ce sera 1000 œuvres au final, de mettre en rapport les textes, les illustrations, les manuscrits, et d'avoir un éditorial qui fasse qu'on aille piocher dans Gallica les bonnes choses aux bons endroits et avec un accompagnement. Et puis on a un projet avec les apprentis du bâtiment, enfin pour les apprentis du bâtiment. Donc ça c'est un autre enjeu. Ils nous ont demandé, donc c'est la fondation BTP et les CFA du bâtiment, de faire un cycle de culture générale pour les apprentis qui partirait de l'histoire de la construction et de leur métier. Donc comme on sait qu'ils n'aiment pas trop lire, on part plutôt de l'image, à partir de 200 bâtiments qui vont de l'Antiquité à nos jours, et en essayant à chaque fois, si on prend le Panthéon d'Adrien, de se dire on n'avait jamais fait une coupole en béton, d'abord on découvre que les Romains faisaient du béton, et puis que comment on fait tenir la coupole en béton, donc on est dans la technique, on met de la pierre ponce dans le béton, c'est plus léger, on creuse, on fait un trou au milieu du dôme, etc. Mais en même temps, on met 7 cercles autour pour maintenir le béton, mais on en met 7, on n'en met pas 5, on n'en met pas 8. Et c'est un panthéon, même sans faire des Grecs aux apprentis, on est dans un temple, quoi. Donc pourquoi ils ont pris une sphère, c'est quoi la sphère dans l'Antiquité, et pourquoi 7, et les 7 planètes, et les 7 jours de la semaine, et voilà, on peut... Et puis, quand on fait Notre-Dame de Paris, on parle de Victor Hugo. Et puis, mais en même temps, on peut aussi être à Venise et puis être dans Assassin's Creed et dans le jeu vidéo. Avec le raccord. Voilà. Donc, voilà, on est sur pas mal de projets en même temps. C'est plutôt... je pense qu'on a la chance de pouvoir travailler à des choses qui nous passionnent. Et qu'on ne se plaint pas, mais... on a pas mal de travail sur la planche. Moi, j'ai un peu posé des questions. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui. Les éditions sont-elles prévues pour évoluer? Par exemple, vous dites qu'il faut ajouter un dossier thématique sur tel aspect de Candide. Est-ce que c'est prévu justement? Alors là, c'est une des choses, nous, on voudrait avoir un peu la main sur ce qui n'a pas été le cas là. Dans ce qu'on fait, nous, on a la main et on ajoute, voire on modifie certaines techniques. On avait fait à une certaine époque beaucoup de choses en flash, on est en train de les remplacer. Alors, c'est une des difficultés de ce travail, c'est comme le métro, quand vous rajoutez une station, vous faites la signalétique partout. Là, on est obligé de tenir compte de l'évolution des technologies, de l'évolution des outils de consultation aussi. Le tactile et les tablettes modifient les réflexes. Quand je ne sais plus quelle pub on voit avec un bambin qui a une revue et puis il fait je ne sais pas quoi avec son doigt en pensant que le livre il va bouger, quoi, ou il fait ça, et puis ça ne marche pas sur l'image. Et nous, on s'est aperçu qu'il y a des choses où spontanément, on a envie que ça tourne comme ça. C'est des gestes nouveaux. Et puis, au début, on faisait des sites web qui... étaient des produits en soi. Maintenant, on est quand même, tout est en base de données, on peut faire de la recherche sur tout, on est articulé avec Gallica, à chaque fois qu'on met une image, on a 78 champs de descriptifs, entre la gestion des droits, le lien avec cette image dans le catalogue, le lien avec cette image dans Gallica, le lien avec le document complet dans Gallica, le lien avec la notice auteur, les notices d'autorité, etc. On est rentré dans l'univers des bibliothèques alors qu'on n'en était pas d'une certaine manière, hein, parce qu'il n'y a personne, vous me posez la question, il n'y a aucun conservateur dans l'équipe, on n'était pas du tout dans l'univers des bibliothèques, l'équipe de départ. On était vraiment plutôt dans la médiation,
on éprouve le besoin maintenant que toute cette partie éditoriale, elle soit articulée sur la bibliothèque numérique et que donc du coup on fait le lien avec tout le catalogue, mais on le fait à la main, donc de rentrer les... Mais ça permet des choses intéressantes, et notamment tout le travail que font des conservateurs à faire des notices sur les documents, à faire... Là, par exemple, dans l'exposition qui va ouvrir mardi, il y a des panneaux d'exposition avec des figures littéraires de la guerre de 14. Et les portraits qu'ils ont utilisés sont des images sous droit, donc nous, ça nous coûtait trop cher et puis il faut repayer chaque année. Donc on a demandé à un dessinateur de nous refaire les portraits de ces écrivains. Il y a une biographie de l'écrivain, il y a des extraits de textes de l'écrivain, et comme il y a un parcours pour les handicapés visuels, il y a aussi des enregistrements sonores. Et je ne sais pas si vous connaissez Data, qui est une sorte d'entrée dans Gallica. Data moissonne tout automatiquement, fabrique ses pages automatiquement. Sur Conrad, la page Data, elle n'a pas de portrait, puisqu'il n'y a pas d'image libre de droit, elle n'a pas de biographie, elle n'a pas, évidemment pas de son, elle n'a pas... À partir du moment où nous, on récupère ce texte qui est dans l'exposition, ce son qui est dans l'exposition, qui dans 3 mois n'existeront plus, ce sera des panneaux jetés. Si on met le lien pérenne du catalogue de la BNF sur Conrad, Data, en moissonnant, Conrad va trouver et l'image et le texte et va venir nourrir sa notice. Et donc, on arrive à faire un travail de lien entre des tas de choses qui ne sont pas conservées et qu'on réutilise en faisant de l'édition, mais on les remet dans le circuit de la bibliothèque. Et ça vient enrichir les catalogues. Donc ça, c'est des aspects aussi assez nouveaux de la manière de travailler la valorisation des collections. Il y a une autre question? Moi, dans ce type de projet, bon, ce qui caractérise Candide, tout de même, avant tout, c'est l'ironie. Bon. Et c'est un problème qui se pose à nous aussi. C'est-à-dire, comment, en fait, va-t-on, puisqu'on met à disposition le texte, sa représentation, ses connotations, et on a un trait de l'enseignement, c'est pas du tout, vous comprenez bien, c'est pas une critique, mais on a un trait d'enseignement ici, l'enseignement de la littérature, c'est au fond une démarche associative de texte qui va dans la direction d'une thématique, ou une démarche associative d'illustration qui va dans le sens d'une thématique. C'est-à-dire qu'on est dans une conception thématisante de la littérature, et thématisante même de l'illustration. Il n'empêche que le texte profondément est ironique, y compris dans son grain. Je veux dire, chez Voltaire, c'est là qu'est vers la complexité. Elle ne l'est pas seulement dans la reprise, mais elle est dans l'écriture. Et jusqu'où peut aller l'outil, justement, pour faire percevoir ça? Alors oui, vous avez une entrée. Donc, il l'a fait. Non, c'est... Oui, c'est une question parce que nous, elle nous intéresse aussi directement. Je veux dire. Nous, on n'est pas dans une démarche qui est une démarche sélective ou d'association thématique. On n'est même pas dans une démarche de choix d'essentiel. Au contraire, on va plutôt dans l'autre direction, une démarche d'exhaustivité scientifique, mais précisément parce que c'est notre objet. Mais là, bon, mais sur la détection de ce type de traits. Je vais vous répondre à côté. C'est-à-dire que la difficulté pour nous, c'était de travailler à partir de scénarios d'usage pour imaginer des scénarios pédagogiques. Oui. Mais maintenant, l'outil existe et il est livré à la communauté pédagogique pour qu'elle se l'approprie, qu'elle invente ses propres usages et à partir de la question que vous posez, voir comment cet outil et les fonctionnalités qu'il propose répondent à ces besoins. Maintenant, sur le cas particulier de l'ironie, effectivement, on a fait un parcours, donc un arbre en collectant quelques documents et en ouvrant des pistes de travail qu'on a imaginées comme des clés qu'on allait remettre à l'enseignant pour que lui-même crée sa séquence pédagogique.
C'est-à-dire que c'est vraiment une boîte à outils où finalement il y a assez peu, il y a des titres prêts à l'emploi dans les scénarios d'exploration détaillés par Françoise, parce que justement l'objectif pour nous c'était de proposer une méthodologie qui exploite les documents de la BNF, les albums thématiques et les extraits de textes que l'on a fait. Mais maintenant, c'est vrai que... Chacun peut faire avec l'outil carnet son propre scénario. Donc il se trouve que sur l'ironie, toi tu as fait une proposition en mettant des favoris sur un certain nombre. Voilà, hein, mais c'est la tienne. Je veux dire, quelqu'un d'autre va mettre des favoris sur autre chose, Est-ce qu'il y a un moyen d'interroger directement le texte à l'intérieur de... Oui. Alors, c'est ça que je n'ai pas montré, effectivement. Oui. C'est l'outil de recherche. Un outil de recherche, oui. Alors, on peut chercher dans le livre, dans la carte dans le jardin ou dans les images. Donc, si je précise rien, je cherche dans tout. Donc, je ne sais pas si je fais Candide. Peut-être que je vais avoir beaucoup de choses. Mais donc si je le cherche dans le livre, mais si je veux juste les illustrations, par exemple, il va me donner les images. Si je cherche que dans la carte, et puis peut-être, je ne sais pas, trouvez-moi autre chose que Candide. On peut taper Utopie, par exemple. Donc, voilà, donc il me dit tout ce que j'ai. Voilà, donc j'ai un outil de recherche que je peux, qui cherche dans le texte, qui cherche dans les images, qui cherche dans certaines parties, qui peut chercher dans les repères. C'est ce qu'on peut dire sur la collecte des favoris, c'est que ça renvoie toujours à la source. Donc le document, l'extrait qui est proposé dans le carnet, est toujours contextualisé et renvoie toujours à la source. Et donc ça change aussi les méthodes de recherche. Donc ça peut être intéressant comme outil pour... Non, mais très bien. Il n'y a plus d'autres questions? Écoutez, François Juel, nous vous remercions. Merci beaucoup.